Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons du carré Saint-Louis. Comme vous le savez sûrement, la mission de Montréal Hanté est de vous faire connaître tous les fantômes que recèle Montréal et sa région, que ce soit par nos capsules éthériques chaque 2 samedis, des promenades thématiques, des tournées des bars et autres activités. Je vous encourage à suivre les liens dans la description pour en savoir plus sur cette organisation fondée par Donovan King. Et maintenant, parlons fantômes. Blotti au cœur du plateau Mont-Royal, le carré Saint-Louis ressemble à une carte postale vivante. Emménagé en 1876, ce parc paisible et verdoyant est bordé de belles maisons victoriennes. En son centre, une fontaine en fonte coule doucement à côté des bustes en pierre rendant hommage à des poètes célèbres. On y trouve même un charmant petit pavillon en pierre qui abrite aujourd'hui un café et une crèmerie. C'est le genre d'endroit où les gens du quartier sirotent un café en lisant et où les touristes s'arrêtent pour prendre quelques photos. Mais derrière toute cette beauté se cache un passé beaucoup plus troublant. Au fil des décennies, le carré Saint-Louis a été un lieu de rassemblement pour les artistes en quête d'inspiration, le cœur du mouvement hippie de Montréal, puis un quartier en déclin marqué par la drogue et la prostitution. Des choses étranges s'y sont produites, des choses violentes. Et si les histoires sont vraies, une partie de ce passé hante encore le parc. Et une fois qu'on connaît son histoire, c'est facile d'y croire. Certains affirment que les fantômes du carré Saint-Louis ne sont pas seulement réels, mais ils sont également furieux. Les artistes ont raconté avoir été hantés par plus que des blocages créatifs, des animaux étranges qui disparaissent dans la nuit, des silhouettes sombres qui rôdent juste hors de portée, voire des présences démoniaques. Que ce soit le fruit de l'imagination ou quelque chose de plus profond, le square semble s'insinuer dans l'âme de ceux qui y passent. L'esprit le plus connu est celui d'un homme tourmenté, confus, visiblement en détresse. On dit qu'il apparaît tard le soir errant dans le parc, se frottant les mains ou tenant son visage comme s'il souffrait en silence. Si quelqu'un s'approche trop près, il disparaît devant ses yeux. Un résident du quartier a partagé son expérience avec Montréal Hanté. Des fois, je me sieds sur mon balcon le soir pour attendre qu'il apparaisse. Quand il le fait, et c'est souvent, il fout une peur bleue aux gens qui osent se promener dans le parc après la tombée de la nuit. Personne ne sait qui il est, ni pourquoi il hante le carré. Mais il a été vu à maintes reprises, toujours avec la même expression douloureuse, toujours disparaissant avant qu'on puisse lui adresser la parole. Pour comprendre pourquoi cet endroit semble garder ses fantômes, il faut plonger dans son histoire. Avant qu'un parc n'y soit emménagé, le site accueillait le tout premier grand réservoir d'eau de Montréal. Construit en 1849, le réservoir Côte-à-Baron, aussi appelé réservoir Jean-Baptiste, pouvait contenir jusqu'à 3 millions de gallons d'eau. Il faisait environ 20 pieds de profondeur et était bordé de verdure des deux côtés. Mais en 1852, un incendie dévastateur ravage Montréal, détruisant la moitié de la ville et laissant environ 10 000 personnes sans abri. Le réservoir a été vidé, puis fermé pour réparation, mais les dommages étaient irréparables. Un nouveau réservoir, bien plus vaste, a été construit près de l'Université McGill, le réservoir McTavish, complété en 1856 avec une capacité de 37 millions de gallons. Il porte le nom de Simon McTavish, lui-même considéré comme un des fantômes les plus célèbres de Montréal. En 1876, l'ancien réservoir est jugé obsolète.
La ville décide alors d'aménager à sa place le carré Saint-Louis, nommé en l'honneur des industriels Emmanuel et Jean-Baptiste Saint-Louis. Le parc devient rapidement un lieu prisé par la bourgeoisie francophone. En 1880, donc, le bassin de l'ancien réservoir est réaménagé. On s'en sert comme piscine en été et comme patinoire en hiver. À partir de 85, de somptueuses maisons victoriennes commencent à se dresser autour du square dans des styles variés. Le quartier attire alors l'élite canadienne-française. En 1894, la ville ajoute une fontaine à 3 jets pour rehausser le prestige du parc. Puis, le 24 juin 1906, on y inaugure un buste du poète québécois Octave Crémazie, sculpté par Louis-Philippe Hébert, en hommage à son influence sur la littérature et l'identité francophone au Québec. On le surnomme d'ailleurs à l'époque le père de la poésie canadienne-française. En 1931, le square reçoit un nouvel ornement, une fontaine en fonte magnifique, initialement installée au square Vigée en 1850 et déplacée lorsque la rue Berry est prolongée. Aujourd'hui, toutes ces statues, cette fontaine et ces maisons élégantes forment un décor charmant, lequel contraste avec les histoires qu'on leur murmure dès la tombée de la nuit. Et c'est justement cette tension entre beauté et malaise qui confère au carré Saint-Louis son charme si singulier et mystérieux. Dans les années 1940 et 1950, le carré Saint-Louis commence à changer. Plusieurs familles aisées quittent le quartier pour s'installer à Outremont, un secteur alors en pleine expansion, avec ses grandes maisons, ses jardins luxuriants et ses parcs grandioses. Un contraste marqué avec le square devenu un peu plus modeste. Dans les années 60, le déclin est difficile à ignorer. Bien qu'une nouvelle installation ait été ajoutée, une petite Vespasienne en pierre, toilette publique déplacée du square Vigée lors des travaux sur le métro, et reconvertie en café. Mais le prestige du quartier s'effrite. Les grandes maisons victoriennes qui bordent le parc tombent en décrépitude. La plupart sont divisées en chambres à louer bon marché. Mais avec ce déclin vient une nouvelle forme d'énergie. Le secteur attire alors poètes, sculpteurs, peintres, musiciens, écrivains, tout un monde d'artistes et de bohèmes francophones. Pour eux, le carré Saint-Louis devient beaucoup plus qu'un parc. C'est un atelier à ciel ouvert, un lieu de rassemblement, un refuge créatif. On y voit des peintres installés sous les arbres, des écrivains penchés sur leurs carnets, des poètes récitant leurs vers à voix haute, pendant que des photographes capturent l'étrange beauté décrépite du lieu. Le square s'immisce même dans la culture populaire. La chanson à succès Carré Saint-Louis de Paolo Noël contribue à inscrire le parc dans l'imaginaire collectif québécois. Dans son livre publié en 1971, Carré Saint-Louis, l'auteur Jean-Jules Richard décrit cette transformation. Ce vieux quartier bourgeois et cossu est maintenant envahi par les pauvres, les artistes, les bohèmes de l'ancienne école et, plus récemment, les beatniks et les hippies. Au début des années 70, le parc adopte un nouveau surnom, le village du Carré Saint-Louis. Il devient le cœur du mouvement hippie montréalais, surtout durant les mois chauds d'été. On y joue de la guitare, on fume du pot, on flamme. L'ambiance est décontractée, voire un peu anarchique. On dit qu'il y a toujours un nuage de marijuana qui plane au-dessus et ne se dissipe jamais. Plusieurs résidents de longue date voient d'un mauvais œil l'arrivée massive des artistes et des marginaux. Pour eux, la prise du square par les bohèmes marque la fin d'un quartier bourgeois et respectable. Leurs préoccupations vont bien au-delà du bruit et de la fumée. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une forme de vandalisme culturel. Crémazie, figure sacrée du nationalisme québécois, veillait sur le square depuis 1906. Mais en 1972, le climat est devenu tendu. Craignant que le monument soit endommagé ou profané par le mouvement contre-culturel, le comité exécutif de la ville prend une décision controversée. Le buste sera retiré du Carré Saint-Louis.
Il est alors relégué à un terrain vague nommé Place Crémazie, à l'angle du boulevard Crémazie et de la rue Saint-Laurent, coincé entre le béton et l'autoroute 40. Une mise à l'écart symbolique, loin de ce que certains qualifient d'invasion hippie. Mais ce déplacement n'a rien changé à la trajectoire du quartier. Au début des années 80, le secteur prend un tournant inquiétant. Le carré n'est plus seulement un lieu d'expression artistique. Il devient un point névralgique du trafic de la drogue, du proxénétisme et de la prostitution juvénile. La configuration des rues n'aide pas. Les voitures peuvent tourner en boucle autour du parc, permettant aux clients de repérer ce qu'ils cherchent sans même sortir de leur véhicule. La ville finit par intervenir. Elle modifie le sens des rues pour empêcher cette circulation continue. Graduellement, les proxénètes et revendeurs quittent les lieux à la recherche de coins plus faciles d'accès. Puis vient la gentrification. À la fin des années 80, les vieilles maisons divisées en chambres sont rachetées. Les promoteurs immobiliers et de nouveaux propriétaires restaurent les maisons victoriennes, leur redonnant leur splendeur d'autrefois. Le quartier se refait une beauté et la ville décide qu'il est temps de réintégrer la culture au cœur du Square. En 2002, on annonce le grand retour du buste d'Octave Crémazie. 3 ans plus tard, un deuxième monument voit le jour dans le parc, celui d'Émile Nelligan, poète adoré du Québec. Installé dans le coin sud-ouest du Square, tout près de la maison où il a vécu sur la rue Laval, le buste est inauguré le 7 juin 2005, ajoutant une nouvelle couche à l'étrange et fascinante histoire du carré. En décembre 2005, le Project for Public Spaces déclare que le carré Saint-Louis est ce qui s'approche le plus d'une vraie place de quartier européenne de ce côté-ci de l'Atlantique. Aujourd'hui, on lui donne même le surnom de l'âme poétique de Montréal. Ce surnom n'est pas qu'une simple figure de style. Au fil des décennies, un nombre étonnant d'artistes québécois parmi les plus célèbres ont vécu, créé ou trouvé l'inspiration au Carré Saint-Louis ou dans ses environs immédiats. La liste ressemble à un véritable panthéon de la culture québécoise. Michel Tremblay, Gilles Carle, Claude Jutras, Jean-Jules Richard, Jean-Roch Boivin, Gaston Miron, André Gagnon, Gérald Godin, Pauline Julien, La Bolduc, Dany Laferrière, Louis Royer, Robert Prénoveau et bien sûr Émile Nelligan. Certains ont écrit des poèmes ou des romans assis sur les bancs du parc. D'autres y ont composé des pièces, des chansons ou traduit des œuvres à l'ombre des arbres centenaires. Il y avait même des peintres et des photographes qui cherchaient à capturer la beauté délabrée des lieux. Mais beaucoup de ces artistes partageaient autre chose que leur code postal. Leur travail était souvent traversé par quelque chose de plus sombre. Des fantômes, des démons, des images troublantes apparaissent sans cesse dans leur art. Des créatures surgies de cauchemars fiévreux ou de mémoires anciennes. Le message est clair. Quoi que ce soit qui entre le Carré Saint-Louis, cette énergie troublée semble avoir infusé l'esprit créatif de ceux qui y passent. Prenons le cas du sculpteur Robert Prénoveau. Originaire de Saint-Boniface au Manitoba, il s'installe dans une chambre près du Carré Saint-Louis. À 2 pas au sud du parc, il y a un champ abandonné, envahi par les mauvaises herbes et fréquenté par des toxicomanes et autres laissés pour compte. Il commence à y installer des sculptures humaines grotesques, façonnées à même son angoisse et sa volonté de repousser la décrépitude du lieu. Son objectif, faire fuir les présences dérangeantes en peuplant l'espace de figures inquiétantes. Et il semblerait que ça ait fonctionné. Mais ces créations ont également semé la confusion. À 3 reprises au moins, la police est intervenue après que des passants ont pris ces sculptures pour des cadavres abandonnés dans le champ. Aujourd'hui, ce terrain est devenu place Gilles Carle, un coin bordé de condos, transformé en îlot de chaleur, loin de son ancienne atmosphère sauvage et désolée.
Certains de ces destins et les thèmes étranges ou tragiques qui les habitent sont explorés dans le documentaire Carré Saint-Louis, une histoire populaire. Ce film plonge dans l'héritage artistique du Square et dans les récits souvent dramatiques de ceux qui l'ont marqué. Parmi tous les artistes tourmentés du Carré Saint-Louis, deux noms ressortent tout particulièrement, le poète Émile Nelligan et le cinéaste Claude Jutras. Certains vont jusqu'à croire que le fantôme qui hante le Square serait un de ceux-ci. Émile Nelligan naît en 1879, fils d'un père irlandais et d'une mère canadienne-française. À la fin du 19e siècle, la famille habite deux résidences sur la rue Laval, toutes deux à quelques pas du Carré Saint-Louis. D'abord au 3686, puis au 3958. Nelligan est un prodige. Il publie ses premiers poèmes à l'âge de 16 ans et en seulement 4 ans, il écrit près de 170 œuvres, poèmes, sonnets, rondelles, chansons. Contrairement aux poètes de son époque, son écriture ne s'ancre pas dans les paysages ou la tradition québécoise. Non, son inspiration vient de l'intérieur. Ses textes débordent de tristesse, de nostalgie, de douleur intime. Ils sont d'une intensité émotionnelle rare, profondément symbolique, presque insoutenable. Mais ce génie créatif a un prix. Le 9 août 1899, Nelligan subit une crise psychotique majeure. Son ami et éditeur Louis Dantin décrit ce qu'il a observé dans les mois qui précèdent. Nelligan s'enfermait pendant des journées entières, seul avec ses pensées délirantes, cherchant à torturer les fibres les plus sensibles de son être. Il chantait pour les êtres imaginaires qui l'entouraient, les murs, les meubles, les bibelots, toujours le même chant triste de ses souvenirs. La nuit, il avait des visions, tantôt radieuses, tantôt terrifiantes, des jeunes filles qui étaient à la fois séraphins, muses et amantes, ou alors des spectres furieux, des chats fantomatiques, des démons sinistres qui lui insufflaient le désespoir. Chaque rêve prenait forme le lendemain en vers griffonnés d'une main fébrile, où déjà, parmi les traits brillants, la folie montrait ses griffes hideuses. Lorsque ces visions deviennent trop fortes, quelque chose cède. Nelligan grimpe dans un arbre au Carré Saint-Louis et il refuse d'en descendre. Son père le fait interner à la retraite catholique Saint-Benoît, un établissement psychiatrique. En 1925, il est transféré à l'asile Saint-Jean-de-Dieu, où il restera jusqu'à sa mort en 1941. Des rumeurs ont longtemps circulé selon lesquelles il aurait subi une lobotomie, mais rien n'a jamais été confirmé. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'après cette rupture, il ne publiera jamais aucun vers. Claude Jutras naît le 11 mars 1930. Cinéaste, scénariste, auteur, monteur et directeur photo, il joue un rôle central dans le développement du cinéma québécois moderne. Ses films À tout prendre en 1963 et surtout Mon oncle Antoine en 1970 sont aujourd'hui considérés comme des œuvres majeures de la Révolution tranquille. Ce dernier est encore reconnu comme l'un des plus grands films canadiens jamais réalisés. Jutras est largement célébré pour ses contributions à la culture francophone du Québec. Il remporte plusieurs prix prestigieux et est également reconnu dans la communauté LGBTQ pour son ouverture sur son homosexualité, une position audacieuse à une époque où cela comportait de lourdes conséquences sociales. Mais en novembre 1986, Jutras disparaît mystérieusement de son domicile. Atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années, on suppose qu'il s'est simplement égaré. Malgré des recherches intensives, aucun indice ne permet de le retrouver. Puis, le 19 avril 1987, un corps en décomposition est retrouvé sur les rives du Saint-Laurent, à Cap-Santé, près de Québec. Dans une poche de son manteau, un mot disant « Je m'appelle Claude Jutras ».
L'autopsie révèle une noyade. Jutras se serait jeté du tristement célèbre pont Jacques-Cartier, le pont du suicide, avant que son corps ne soit piégé dans les glaces pendant des mois. Après sa mort, sa maison située au 3492 de la rue Laval, juste à côté du Square, devient le siège de l'Union des écrivaines et écrivains québécois, l'UNEQ. Un lieu voué à la promotion de la littérature et à la défense des droits des auteurs. Un choix symbolique vu le riche passé culturel du Carré Saint-Louis. Mais en 2016, une onde de choc frappe le Québec. Des accusations de pédophilie visant Jutras émergent. Dans une biographie signée Yves Levé, on apprend que Jutras aurait eu des relations sexuelles avec des garçons si jeunes que 14 ans, voire plus jeunes même. Ces allégations incluent des enfants de ses amis, ainsi que des prostituées mineures fréquentant le Carré Saint-Louis à l'époque. Une fois les faits confirmés, la réaction est immédiate. En 2018, son nom est rayé de l'espace public. On débaptise des rues, un cinéma, un parc sur Prince-Arthur et même le prix Jutras, la plus haute distinction du cinéma québécois, qui devient le prix Iris. Aujourd'hui encore, le nom de Claude Jutras divise. Entre son immense apport culturel et les zones d'ombre irréparables de sa vie privée. Avec Émile Nelligan, il incarne l'archétype de l'artiste tourmenté qui plane encore sur les allées du Carré Saint-Louis. Pour beaucoup, l'apparition fantomatique qui erre dans le carré pourrait être l'esprit troublé de l'un ou de l'autre, ou peut-être des deux. Et même après la gentrification, les artistes continuent de puiser leurs inspirations dans le Square, attirés par son histoire, sa beauté et peut-être ses fantômes. Les professeurs d'art visuel y amènent régulièrement leurs étudiants pour des cours de dessin ou de photographie. Le festival Infringement de Montréal y organise des défilés artistiques et en 2015 y a tenu une série de lectures intitulée « Poésie dans le parc ». Hélas, la mort continue de faire partie de l'histoire du Carré. En mars 2023, le critique littéraire Jean-Roch Boisin, qui vivait depuis 30 ans dans un studio donnant sur le Square, meurt d'une crise cardiaque. Il venait tout juste d'être évincé pour rénoviction. Et certains proches croient que cette perte brutale de son logis a contribué à son décès soudain. Aujourd'hui encore, le Carré Saint-Louis occupe une place centrale dans la mémoire artistique du Québec. Un lieu où créativité et histoire se rencontrent, sous l'ombre de quelque chose de plus étrange, plus ancien, plus insaisissable. Alors, si vous y passez après la tombée du jour, soyez sur vos gardes, vous pourriez ne pas être seul. Vous avez sûrement été faire un tour au Carré Saint-Louis. Alors, faites-nous part des rencontres que vous avez pu y faire, de l'atmosphère que vous y avez connue. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qu'il rôde à Montréal.